Le personnel de la fondation SCP du Zone 542 ne comprenait pas ce qui se passait. Depuis plusieurs jours, chercheurs et gardes souffraient de maux de tête et de nausées. Rapidement, le système de purification de l'eau du site est tombé en panne. Un chercheur a subi de multiples défaillances d'organes et le hangar du site s'est complètement effondré, causant la mort de plusieurs aviateurs. Que se passait-il à la zone 142 ? Bonjour, je suis le Dr Bob et voici SCP-1440, également connu sous le nom du vieil homme de nulle part. SCP-1440 a l'apparence d'un homme, mais son origine ethnique et son âge sont tous deux inconnus. Lorsqu'on lui demande des détails sur lui-même ou sur son passé, y compris son nom, sa date de naissance ou son lieu de naissance, SCP-1440 refuse de répondre. Bien qu'on ignore s'il refuse de donner ces informations ou s'il ne connaît tout simplement pas la réponse à ces questions. Le vieil homme, surnommé le vieil homme de nulle part, paraît avoir 80 ans. Mais durant les 50 années où la fondation SCP a eu connaissance de son existence, SCP-1440 n'a montré aucun signe de vieillissement, et il reste à déterminer s'il vieillit trop lentement pour qu'une différence soit perceptible durant cette période ou s'il ne vieillit pas du tout, et que ceci est son apparence permanente. Mais l'absence de vieillissement de SCP-1440 n'est même pas la chose la plus étrange à son sujet. Sa véritable nature anormale se révèle lorsqu'il entre en contact avec une population humaine ou tout objet fabriqué par l'homme, et qu'il reste en contact avec eux pendant plus de quelques jours. Après plusieurs jours d'exposition, un effet négatif aigu se produit sur tout ce qui est directement lié à l'humanité à proximité de SCP-1440. Des événements destructeurs commencent à se produire et deviennent de plus en plus catastrophiques jusqu'à ce que les objets fabriqués par l'homme soient détruits ou que les personnes en contact rapproché soient tuées. Les seules exceptions à ces événements destructeurs sont SCP-1440 lui-même et ses quelques possessions, qui consistent en ses vêtements, un sac fait d'un matériau non identifié, un jeu de cartes usé et un petit gobelet en verre. On ne sait pas si ces objets sont protégés des événements anormaux destructeurs ou s'ils ne sont pas réellement fabriqués par l'homme. SCP-1440 semble être conscient de ces effets anormaux sur les populations humaines et les objets, et il paraît tenter d'éviter leur destruction en évitant autant que possible tout contact avec les humains. Cependant, SCP-1440 est, pour une raison inconnue, contraint de voyager selon ce qui ressemble à un schéma extrêmement complexe qui finit toujours par le mener à croiser des populations humaines, qu'ils le veuillent ou non. Les détails de ce schéma, tant sa forme que la raison pour laquelle SCP-1440 se sent obligé de le suivre, restent pour l'instant inconnus. Comme pour le reste de ses origines, le vieil homme venu de nulle part n'a pu fournir d'autres informations ou aides. SCP-1440 a expliqué que l'augmentation de la population humaine et son expansion dans des zones auparavant inhabitées ont rendu de plus en plus difficile d'éviter tout contact avec l'humanité alors qu'il suit son schéma de déplacement complexe. SCP-1440 n'est pas activement hostile et il ne résistera pas ni ne se défendra contre les tentatives de le contenir. Malheureusement pour la Fondation SCP, toutes les tentatives de contenir SCP-1440 ont jusqu'à présent échoué. Ces tentatives de confinement ont entraîné de lourdes pertes en vies humaines parmi le personnel et en ressources de la Fondation en raison des effets anormaux destructeurs qui accompagnent SCP-1440. Le vieil homme de nulle part a attiré l'attention de la Fondation SCP pour la première fois après que SCP-1440 se soit approché d'une chercheuse de la Fondation alors qu'elle se rendait à son travail. SCP-1440 savait d'une manière ou d'une autre que cette chercheuse travaillait pour la Fondation et a sollicité son aide. Quand la chercheuse a demandé le type d'aide qu'il voulait, il a répondu qu'il espérait que la Fondation pourrait le détruire. Amené sur un site de la Fondation SCP pour interrogatoires et études, c'est là que ces effets anormaux destructeurs ont d'abord été observés. L'ensemble du site a été détruit, tuant plusieurs membres du personnel du site ainsi que provoquant la destruction de 6 objets SCP des classes Sur et Euclide. Jusqu'à présent, toutes les autres tentatives de confinement de SCP-1440 ont entraîné des événements destructeurs similaires. SCP-1440 ne résiste pas aux tentatives de confinement de la Fondation SCP. Lors d'une 4e tentative de ce type par la Fondation, SCP-1440 a été amené à la zone 142,
Le vieil homme de nulle part a applaudi les efforts continus de la Fondation, mais a aussi estimé qu'il valait mieux le laisser partir, car les résultats pour les chercheurs seraient les mêmes que lors des 3 tentatives précédentes, la mort pour tous les impliqués. SCP-1440 a dit au chercheur qui l'interrogeait que son premier frère était déjà arrivé et se tenait derrière le chercheur. Il a poursuivi en expliquant que les frères sont différents, mais qu'ils ne font qu'un. Ils sont tous cruels, vindicatifs et capables de garder rancune pendant très longtemps. Ils sont la cause du malheur de SCP-1440 et donc la cause du malheur de toute personne entrant en contact avec lui. Il a ensuite dit au chercheur que le deuxième frère était arrivé et que le temps était compté. S'il n'était pas relâché rapidement, alors la destruction commencerait. Le chercheur a demandé des infos sur le troisième frère et combien de temps il leur restait, car il n'était apparemment pas encore arrivé. SCP-1440 a expliqué que le troisième, bien qu'il soit le plus cruel de tous, n'arrive jamais, et que c'est en réalité l'apparition du dernier frère qui libérera d'une manière ou d'une autre le vieil homme de nulle part. SCP-1440 a passé d'innombrables mois et années à chercher le troisième frère, essayant de rendre quelque chose qu'il avait gagné des 2 autres. Il a évoqué le fait de défier la mort à une partie de cartes pour sa vie. Si le chercheur se retrouve dans cette situation, il ne doit surtout pas agir comme le vieil homme venu de nulle part. À ce moment précis, le dispositif nucléaire sur place stocké à la zone 142 a explosé malgré les multiples dispositifs de sécurité en place qui auraient dû rendre une telle détonation impossible. La zone 142 a été détruite et tout le personnel sur place a été tué. SCP-1440 a été aperçu une semaine plus tard, à plus de 3000 km de la zone 142, ne montrant aucun signe d'avoir subi le moindre dommage. Après 3 autres tentatives de confinement, toutes s'étant soldées de manière tout aussi désastreuse, les futures tentatives de confinement de SCP-1440 ont été suspendues indéfiniment jusqu'à ce qu'une procédure de confinement appropriée, ne nécessitant pas une perte inacceptable de ressources et de personnel, puisse être trouvée. La recherche et l'analyse du schéma de déplacement de SCP-1440 se poursuivent, en mettant l'accent sur la minimisation de l'exposition des civils à celui-ci, tout comme la recherche d'un moyen de le contenir définitivement à l'avenir. Malheureusement, la localisation de SCP-1440 est actuellement inconnue, et il a été classé comme objet de classe Keter. 2 hommes avancent dans un tunnel chaud et poussiéreux taillé dans la roche. Leurs torches projettent juste assez de lumière pour voir que les murs sont couverts d'étranges hiéroglyphes. Ils ont déjà visité de nombreux tombeaux, mais ils n'ont jamais vu de marque comme celle-ci auparavant. Ils voient quelque chose devant eux, une personne affaissée contre le mur. L'un des hommes se précipite et voit que, qui que c'ait été, cette personne est là depuis très longtemps. Il ne reste plus que des os et quelques lambeaux de tissu. Alors que l'homme examine le squelette, son partenaire l'appelle pour qu'il le rejoigne. Il y a quelque chose qu'il doit voir. Il regarde à travers un trou dans le mur du tunnel, et de l'autre côté se trouve une immense caverne. Au centre de la pièce immense se trouve la chose la plus étrange que ces hommes aient jamais vue. Une énorme pyramide inversée qui descend du plafond de la caverne. Ils se regardent, stupéfaits, avant de courir plus profondément dans le tunnel, certains qu'il les mènera à la pyramide et aux incroyables trésors qu'elle doit contenir. Ils voient à travers d'autres trous dans la paroi du tunnel qu'ils approchent de la pyramide. Enfin, ils atteignent une entrée vers la partie la plus haute et large de la structure. En entrant dans la pyramide inversée, ils voient que les passages sont au moins 2 fois plus hauts que tous ceux qu'ils avaient vus jusque-là et sont couverts de plus de ces étranges marques. Ils commencent à marcher dans le couloir et se rendent vite compte qu'il y a de nombreux virages, détours, embranchements et impasses. C'est un labyrinthe. L'homme se tourne pour dire à son ami qu'il devrait envisager de partir et de revenir avec d'autres, mais il se rend compte qu'il est tout seul. Ils ont dû se séparer à un moment donné. Il commence à revenir sur ses pas dans les couloirs, tournant dans tous les sens pour essayer de retrouver son chemin. Mais il s'arrête brusquement en entendant un bruit étrange. Un bruit de grincement métallique emplit l'air. L'homme voit les murs eux-mêmes commencer à bouger, se déplaçant et se réarrangeant. Sans prévenir, le passage ouvert devant lui se referme, bloquant son chemin de retour. L'homme commence à crier. Personne ne répond à ses cris. Paniqué, il s'enfonce de plus en plus dans le labyrinthe, mais il a beau essayer, il ne trouve pas son ami. Ni la sortie. Depuis combien de temps marche-t-il? Des heures? Des jours? Il se rappelle avoir déjà entendu les murs bouger au moins une autre fois. Épuisé, il s'assoit contre le mur. Il va juste se reposer un peu. Ensuite, il s'y remettra. Il doit pouvoir trouver la sortie. Il doit s'échapper.
Bonjour, je suis le Dr Bob et voici SCP-875, également connu sous le nom de Criminels de guerre. SCP-875 est la désignation que la Fondation SCP a donnée à une immense pyramide souterraine dont l'emplacement exact est un secret bien gardé. À ce jour, aucun document historique ne fait mention de la construction de la pyramide, bien que certaines preuves suggèrent que SCP-875 est une structure artificielle. Alors que l'extérieur de SCP-875 est constitué de grès ordinaire, comme les pyramides d'Égypte, il existe une couche interne composée d'un alliage métallique qui n'a pas encore été identifié. Le premier étage de SCP-875 est accessible par un tunnel et contient un certain nombre de passages qui semblent avoir été construits pour des entités bien plus grandes que les humains. Ces passages sont disposés dans une configuration semblable à un labyrinthe, avec des demi-tours et des cul-de-sac. Ce qui ajoute à la confusion, c'est que la géographie du labyrinthe change périodiquement. Des mécanismes situés dans les murs et le sol s'activent automatiquement toutes les 48 heures, modifiant complètement la configuration. Alors que toute personne assez malchanceuse pour être piégée à l'intérieur des murs mouvants du SCP-875 peut se retrouver incapable de sortir par le chemin par lequel elle est entrée. De nombreuses plaques de pression et leviers cachés ouvrent des sections du mur dans le labyrinthe, créant de nouveaux chemins et raccourcis. Mais ces interrupteurs provoquent également la libération de ce que la Fondation a désigné sous le nom de SCP-875-1. Les SCP-875-1 sont de petites créatures volantes ressemblant à des insectes, mesurant environ 6 cm de long et pesant environ 3 grammes. Elles ne ressemblent à aucune espèce d'insecte connue sur Terre, ce qui suggère que leur origine pourrait être extraterrestre. Lorsqu'ils sont relâchés, les SCP-875-1 se rueront en essaim sur la personne la plus proche et la piqueront sans relâche. Leur piqûre est hautement acide et provoque de graves lésions aux nerfs et aux tendons. Et cet acide puissant, combiné à leur tendance à attaquer en essaim, a pour conséquence que les membres des victimes deviennent ce qu'on ne peut décrire que comme liquéfiés. Les utilisations précédentes d'explosifs à l'intérieur de la pyramide ont laissé des ouvertures vers un deuxième étage inférieur, qui sont relativement faciles d'accès à condition que la configuration actuelle du labyrinthe permette d'atteindre ces brèches. La principale caractéristique du deuxième étage est la présence de 4 grandes cuves, chacune contenant un liquide clair ressemblant à de l'eau normale, qui a été désignée sous le nom de SCP-875-2. Lorsque des humains sont exposés au SCP-875-2, ils ressentent des effets similaires à ceux d'un amnésiant, mais avec la sensation supplémentaire de se sentir à la fois heureux et satisfait. En suivant ce qui ressemblait à des tunnels de maintenance au deuxième étage, on descend vers un troisième étage de la pyramide qui abrite un grand réacteur nucléaire. Le réacteur occupe la majeure partie de cette zone de la pyramide et semble être auto-refroidissant, sans aucune preuve de fusion du cœur ou d'autres catastrophes nucléaires ayant eu lieu. Ce réacteur semble alimenter le reste de la pyramide, y compris les mécanismes de réorganisation du labyrinthe au premier étage, ainsi que ce qui est caché au niveau le plus mystérieux et le plus bas du SCP-875. Bien qu'il n'y ait pas d'accès direct au 4e étage de la pyramide, creuser à travers le sol du 3e niveau a révélé quelque chose d'incroyable. Dans une petite pièce se trouvaient 10 chambres de stase cryogénique distinctes. Les chambres sont disposées en formation circulaire et le plus étrange, c'est qu'elles sont toutes occupées. À l'intérieur de chaque capsule se trouve une grande créature insectoïde d'environ 3 mètres de haut et pesant 240 kg, qui a été désignée SCP-875-3. 3 de ces créatures semblent être mortes à la suite d'une défaillance passée de leur chambre de stase, provoquant une forte décomposition. Plusieurs autres créatures insectoïdes sont gravement endommagées, bien qu'on ignore si cela est dû à des problèmes avec les capsules ou si elles avaient subi des blessures avant d'entrer en stase. Bien qu'on ne sache pas exactement ce que sont ces créatures, d'où elles viennent, ni même si leur origine est terrestre, l'examen et l'analyse de certaines des images gravées sur les murs du premier étage de SCP-875 ont fourni des informations intéressantes. Sur l'une d'elles, 2 figures ressemblant à SCP-875-3 sont représentées face à face, l'une semblant poignarder l'autre avec une lance, ce qui implique une sorte de conflit violent dans le passé. Sur la suivante, une autre figure ressemblant à SCP-875-3 est représentée en train de présenter une dalle de pierre à ce qui semble être un humain vêtu à la manière de l'Égypte antique. L'Égyptien tourne le dos à l'insectoïde, ce qui pourrait suggérer une rupture de communication ou une réticence de l'Égyptien à écouter l'insectoïde. La troisième image, cependant, montre 2 figures humanoïdes en train de s'incliner devant la figure insectoïde, à côté d'une image d'un calice dans lequel tombe une goutte de liquide.
Cela pourrait représenter SCP-875-2, le liquide amnésique, et la manière dont ces effets ont été utilisés pour soumettre ce groupe de personnes. Cette hypothèse est encore renforcée par une quatrième image qui montre une figure insectoïde observant deux humanoïdes tirer ce qui ressemble à un grand bloc de pierre à l'aide de cordes. Une cinquième image montre la créature insectoïde debout près d'un humanoïde mort en consommant une partie. Enfin, une sixième image montre la figure insectoïde dans un petit rectangle, pouvant évoquer les chambres de stase situées au niveau le plus bas de la pyramide. Ces entités dans les chambres de stase sont-elles celles représentées sur les murs de la pyramide ? Sont-ils arrivés sur Terre et ont-ils asservi un groupe d'humains, les forçant à construire un monument capable de contenir leurs chambres de stase et de les maintenir dans une forme de mort vivante perpétuelle ? Cette question a peut-être trouvé réponse grâce à une mystérieuse transmission détectée par la Fondation. La transmission, d'origine inconnue, était en anglais, mais sa grammaire et son vocabulaire montraient une compréhension très basique de la langue. La transmission, sans aucune ambiguïté, exigeait le retour des criminels de guerre et précisait que s'ils n'étaient pas rendus, 95% de l'espèce serait exterminée. Elle poursuivait en évoquant plusieurs crimes commis par ces criminels de guerre, dont massacre et cannibalisme. Les créatures au fond de la SCP-875 étaient-elles des condamnés en fuite, des criminels de guerre venus d'une autre planète, ou même d'une autre réalité, qui s'étaient réfugiés sur Terre pour échapper à la justice ? On ne le saura peut-être jamais, car le message s'est dégradé et est devenu inintelligible avant d'être terminé. En raison de son emplacement stable et de la facilité relative avec laquelle le public peut en être tenu à l'écart, la SCP-875 a été classée comme sûre. Son emplacement est indiqué comme une base militaire sur les cartes, et les images satellites sont modifiées selon la procédure Watson 24. Les civils approchant la zone doivent être détenus par la Fondation et recevoir des amnésiques de classe A. Le personnel de recherche n'est autorisé à entrer dans le SCP-875 qu'accompagné de 2 agents de sécurité et 6 techniciens de maintenance doivent surveiller le réacteur nucléaire en permanence. Si un membre du personnel est piqué par un spécimen de SCP-875-1, il doit être traité sur place par le personnel médical avec un agent alcalin pour neutraliser les piqûres acides. Et dans les cas extrêmes, l'amputation des membres affectés est autorisée. Dans le cas où un spécimen de SCP-875-3 devient actif, le personnel de sécurité doit le maîtriser de manière non létale si possible et le transporter vers un site sécurisé pour des recherches supplémentaires. Nous sommes en 1916, en plein milieu de la Première Guerre mondiale, et un soldat britannique est blotti dans une tranchée, jetant de temps en temps un coup d'œil par-dessus le bord. Il est censé monter la garde, mais il y a peu de choses à voir dans l'obscurité qui plane sur le No Man's Land. Soudain, il voit quelque chose. Quelque chose de gros. C'est une silhouette sombre, à seulement 6 mètres de là, et on dirait qu'elle creuse dans la boue. Il fait trop sombre pour distinguer ce qu'il regarde. Alors, le soldat tire une fusée éclairante dans le ciel, illuminant le champ de bataille d'une lumière rougeâtre. Il le voit clairement maintenant. Et cela ne ressemble à rien de ce qu'il a jamais vu. Un énorme monstre terrifiant, ramassant des corps dans la boue. Le soldat ne peut que regarder, pétrifié par ce qu'il voit devant lui, lorsque la créature se tourne soudainement vers lui, le fixe et sourit. Bonjour, je suis Dr Bob et voici SCP-3456, également connu sous le nom du Cavalier Arcadien. SCP-3456 est la désignation donnée à un groupe de quadrupèdes dont on ignore le nombre exact. Ces entités ressemblent à des chevaux, malgré quelques différences notables. Les SCP-3456 ne possèdent aucun poil et leur peau épaisse est translucide, laissant apparaître la graisse et les muscles en dessous. Ils ont des sabots à 3 doigts et, plus étrange encore, ils possèdent un ou plusieurs torses de forme humaine fusionnés à leur dos. Chaque torse a une paire de bras et une tête, mais pas de jambes, le torse semblant se fondre directement dans le dos du corps chevalin de la créature. Les bras dépassent largement ceux d'un humain et ont une envergure totale égale au double de la taille de l'anomalie. Les bras, très longs, traînent généralement sur le sol quand la créature se déplace. À l'extrémité de chaque bras se trouvent 5 os aiguisés qui dépassent là où se trouveraient normalement les doigts. Au lieu d'un nez, la plupart des instances de SCP-3456 possèdent un trou au milieu du visage, capable de produire un cri aigu aussi fort qu'un moteur à réaction. Les instances de SCP-3456 varient en taille, la plus grande manifestation enregistrée mesurant 30 mètres de haut et 15 mètres de long. Leurs corps se sont également révélés très résistants et sont totalement imperméables aux armes conventionnelles.
Les créatures anormales font preuve d'une grande intelligence adaptative, employant des tactiques complexes, notamment en tendant des embuscades grâce à la destruction de biens et à la manipulation psychologique pour attirer leurs cibles dans des pièges. Ce haut niveau d'intelligence a amené de nombreux membres de la Fondation à croire que SCP-3456 est doué de sapience. Toute observation directe d'un individu SCP-3456 amènera l'entité à prendre conscience de son observateur, et à ce moment-là, elle manifestera cette conscience en se tournant exactement dans la direction de l'observateur. Une fois qu'un individu SCP-3456 a repéré son observateur, il adoptera un comportement prédateur, traquant son témoin, et il les poursuivra bien au-delà du site initial de manifestation, tout en se dissimulant et en utilisant le camouflage pendant qu'il les poursuit. SCP-3456 répétera ce comportement encore et encore, se laissant intentionnellement apercevoir par les observateurs à plusieurs reprises, pendant qu'il traque et capture chacun d'eux, jusqu'à ce qu'il ait capturé un grand nombre d'individus et se dématérialise soudainement. On ignore actuellement où SCP-3456 emmène ses victimes ou ce qu'il leur arrive une fois qu'ils se dématérialisent. Et on ne sait pas non plus combien de victimes l'entité doit capturer avant d'être satisfait et de se dématérialiser. Définitivement. Car le nombre de personnes capturées a varié selon les cas. On ne comprend pas encore pourquoi, mais SCP-3456 est soit incapable, soit refuse de traverser des étendues d'eau douce. Et atteindre l'autre côté d'une étendue d'eau douce comme une rivière, un lac ou même un ruisseau est actuellement le seul moyen connu d'échapper à l'anomalie une fois qu'elle commence sa poursuite. Les instances de SCP-3456 apparaissent généralement près des lieux de souffrance humaine massive, comme les champs de bataille ou les catastrophes naturelles ou causées par l'homme. Et il y a eu de nombreux rapports et observations de SCP-3456 lors d'événements historiques tout au long des 19e, 20e et 21e siècles, avec plusieurs manifestations apparaissant souvent lors du même événement. Un rapport de la Fondation contient le récit d'une instance de SCP-3456 apparue pendant la Première Guerre mondiale lors de la bataille de la Somme. Des rumeurs se sont répandues parmi les troupes britanniques dans leurs tranchées à propos de l'apparition d'une créature mythique que beaucoup croyaient être le Nukelavie, un démon ressemblant à un cheval issu de la mythologie orcadienne. Comme beaucoup de SCP, ce conte populaire ancien s'est avéré avoir des origines bien réelles. Le fantassin britannique Dave Arken tenait un journal où il relatait l'apparition d'empreintes de sabots géantes dans la boue du champ de bataille et la disparition mystérieuse de soldats, victimes de forces plus terrifiantes que la guerre elle-même. Arken évoque un soldat qui tirait sur les Allemands qui avançaient quand la boue sous ses pieds s'est mise à bouillonner. Avant que quiconque puisse réagir, la boue a volé partout et tout le monde a été projeté au sol. Le soldat avait disparu, il ne restait même pas une partie de son corps. Et Arken était sûr d'avoir vu des excroissances osseuses sortir de la boue sous le soldat juste avant qu'il ne disparaisse. Peu de temps après, Arken aperçut le cavalier orcadien sur le champ de bataille et le cavalier aperçut Arken. Il regarda l'instance de SCP-3456 sortir des corps de la boue et les emporter dans l'obscurité. Il tira plusieurs fois sur l'entité avec son fusil, mais les balles n'eurent aucun effet. Au fil des jours, la créature mi-homme, mi-cheval continuait d'apparaître nuit après nuit, faisant toujours la même chose, ramasser les soldats blessés sur le champ de bataille et les emmener dans l'obscurité. Elle se retournait toujours pour regarder Arken, semblant le narguer ou l'inviter à essayer de la suivre. Bientôt, d'autres instances de SCP-3456 apparurent, beaucoup portant plus d'un torse sur leur dos. Et puis ils ont commencé à tendre des pièges, s'enterrant dans la boue et attendant que les soldats leur passent dessus en courant. Dave Arken a été déclaré disparu au combat lors de la bataille de la Somme et on suppose qu'il a été capturé par la même instance de SCP-3456 qu'il avait observé en premier. Un autre témoignage direct d'une rencontre avec SCP-3456 a eu lieu après le tremblement de terre de 2011 et la catastrophe nucléaire qui a suivi à Fukushima, au Japon. Avec plus de 2500 personnes portées disparues, plusieurs manifestations de SCP-3456 ont été signalées dans les zones touchées par le séisme et des équipes de reconnaissance de la Fondation SCP ont été envoyées pour enquêter, dont 2 ont été rapidement anéanties lors des rencontres avec des SCP-3456. Une escouade, après avoir exploré la ville évacuée sans rien trouver, a aperçu un exemplaire de SCP-3456 immobile au milieu d'une intersection.
Lorsqu'ils ont posé les yeux sur le cavalier orcadien, le torse humain qui pendait mollement du corps du cheval immobile s'est redressé et a commencé à balancer ses bras, endommageant et détruisant les bâtiments et structures autour de lui. Il s'est ensuite tourné vers l'équipe et a émis un cri assourdissant depuis le trou où son nez aurait dû se trouver avant de commencer sa poursuite. L'équipe a immédiatement entamé les procédures d'évacuation, allant même jusqu'à ordonner une frappe de drone dans le but de ralentir l'anomalie qui les poursuivait. L'équipe s'est réfugiée dans un immeuble abandonné, mais elle savait que sa seule chance de s'échapper était de rejoindre l'autre rive de la plus proche étendue d'eau douce, ce qui signifiait franchir un pont au-dessus de la rivière Arakawa, située à 1 km de là. L'équipe était à environ 50 mètres du pont, sans autre signe du SCP-3456, lorsqu'une créature surgit soudain d'une rue latérale voisine. Des tirs d'armes légères et 2 grenades propulsées par roquettes ont visé la créature sans effet. Une grenade assourdissante ayant explosé au visage de l'anomalie a permis à une partie de l'escouade de traverser le pont et de s'échapper. Mais 2 membres de l'équipe ont été emportés par SCP-3456, la dernière image capturée par l'une des caméras fixées sur le casque de l'escouade montrant le cavalier orcadien souriant juste avant de se dématérialiser. SCP-3456 n'est actuellement pas confiné et en raison de sa nature extrêmement dangereuse et de l'absence de toute procédure de confinement, il a été classé Keter. Tout membre du personnel ayant observé l'entité doit être traité avec des amnésiques de classe G, et son centre de traitement assigné doit se situer à moins d'1 kilomètre d'un plan d'eau douce. La Fondation mène un projet en cours visant à attribuer toute référence historique à SCP-3456 à des mythes, à l'obusite, à l'hystérie ou aux troubles de stress post-traumatique. Et tout rapport de perte de vie ou de dommages matériels impliquant l'anomalie doit être remplacé par des explications attribuant la cause à d'autres événements naturels ou d'origine humaine. Les régions où SCP-3456 est plus susceptible d'apparaître doivent être étroitement surveillées, avec du personnel prêt à aider lors des opérations d'évacuation. Mais par-dessus tout, l'observation directe de SCP-3456 doit être évitée, car une fois que cela s'est produit, il y a très peu de choses que même la Fondation SCP peut faire pour vous protéger. Les cieux au-dessus de l'île sont en pleine frénésie. L'air est agité, faisant violemment trembler les cimes des arbres. Au-dessus, une grande machine vrombissante passe, remplie d'hommes armés, arborant sur leurs uniformes un insigne blanc avec 3 flèches pointant vers l'intérieur. Pour eux, ce n'est qu'une mission de plus. Pour les observateurs en contrebas, c'est un présage, et ce n'est pas le premier. Tout commence quelques jours plus tôt. 2 personnes vivant parmi la tribu indigène non contactée des îles Sentinelles tombent malades. Personne ne parvient à comprendre ce qui ne va pas chez eux. Au cœur de la nuit, leur corps se fige, les muscles se tendent, les articulations refusent de bouger, même leurs visages sont déformés par des expressions de douleur et de terreur. Au matin, le reste des sentinelles découvre les 2 malades, et malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent rien faire pour soigner la maladie. L'hélicoptère descend, ses rotors tranchant les branches des arbres, ouvrant une trouée dans la végétation. Des soldats en bottes à embouts d'acier descendent de l'hélicoptère, martelant la rampe métallique alors que chaque soldat sort armé. À la stupeur et à l'horreur des sentinelles, ces étrangers envahissent leur foyer comme une tempête. Ils emmènent les 2 personnes atteintes de la mystérieuse maladie vers l'hélicoptère. Chaque cri et protestation des autochtones est ignoré. C'est le jour où le SCP-2136 serait découvert. Les satellites de la Fondation SCP ont été chargés de surveiller les îles Sentinelles après que la surveillance aérienne a détecté un changement de comportement erratique au sein de la tribu non contactée qui y vivait. Ils ont été signalés pour enquête, et un agent a été envoyé sur les îles pour observer directement les Sentinelles. Leur mandat était clair, ne pas intervenir auprès des habitants. Même la Fondation devait respecter leur isolement. Tout a changé lorsque l'agent a plusieurs fois manqué ses prises de contact prévues avec le commandement opérationnel de la Fondation. Après avoir perdu le contact, il a rapidement été suspecté qu'il y avait un danger visuel présent sur les îles, une situation qui nécessitait des conditions d'intervention en aveugle. La force d'intervention mobile ETA 10 a été déployée. Cette unité, également connue sous son nom de code CNO Evil, n'était déployée que pour contenir, enquêter ou neutraliser des dangers cognitifs visuels et des agents mimétiques. Et ce qu'ils ont trouvé sur les îles Sentinelles correspondait exactement à cela. Lorsque la force d'intervention mobile ETA 10 est revenue de mission, un certain Dr. Heidke a été chargé d'enquêter sur une anomalie potentielle, qui a reçu la désignation provisoire 2136.
C'était son premier poste de superviseur, donné par le Dr Richard de la Fondation. Aux côtés de Heidke travailleraient le Dr Fletcher, un astrobiologiste, et le Dr Mazur, un expert en biochimie ainsi qu'un traducteur compétent. Dans son journal, le Dr Heidke a exprimé son enthousiasme à rapporter ses découvertes après une quarantaine de 96 heures. CNO et Ville avaient sécurisé 2 sujets lors de leur opération, le duo désigné comme 1 et 2. Ils avaient également prélevé des échantillons de tissu sur un 3e individu décédé, dont le cadavre avait été retrouvé aux côtés du duo. Durant leur capture et transfert vers une installation de la Fondation, 1 et 2 ont clairement souhaité rester ensemble. Les 2 sujets étaient placés sous vidéosurveillance tandis que le Dr Heidke les observait discuter sur des lits opposés dans une salle de confinement. En écoutant, le Dr Mazra a pu déterminer qu'1 et 2 parlaient dans un dialecte bengali, ce qui semblait suggérer qu'ils n'étaient peut-être pas des Sentinéliens natifs. En les interrogeant par l'interphone dans leur salle, l'équipe a appris que ces 2 individus étaient des agents du gouvernement indien. Ils ont exigé d'être libérés, mais la Fondation a refusé leur demande. Arrivés à une impasse, les agents ont refusé de donner plus d'informations à leurs ravisseurs, soulevant la question « Pourquoi l'Inde enverrait-elle des agents sous couverture infiltrer une tribu isolée ?» Qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement? Et qu'avaient-ils découvert? Le lendemain, 1 et 2 exigeaient toujours d'être libérés et refusaient même de dormir, apparemment en signe de protestation. Selon le Dr Heidke, aucun des 2 ne montrait de signes extérieurs de comportement ou de propriété anormale. Rien n'indiquait que 1 ou 2 subissaient les effets d'un danger cognitif visuel, ce qui amena le Dr Heidke à se demander si les opérateurs de la force d'intervention mobile n'avaient pas arrêté les mauvaises personnes. Après une longue discussion à voix basse, les 2 sujets ont demandé qu'une 3e personne rejoigne leur cellule. L'un d'eux a dit qu'il était trop dangereux de s'endormir, mais a refusé d'en dire plus. Le Dr Heidke a refusé leur demande sauf s'ils coopéraient tous les 2. À 21h30, lors de leur 2e nuit de quarantaine, des signes d'une anomalie sont soudain apparus. Bien que 1 ait exhorté son compagnon de cellule à rester réveillé, 2 s'est assoupi. En moins d'1 minute, l'un d'eux s'est effondré, son corps raidi et totalement immobile. Le bruit de la chute de son collègue a réveillé 2 et dès qu'il a repris conscience, 1 a semblé se rétablir. Le Dr Heidke et le Dr Fletcher examinaient toujours les sujets et ont convenu que le contact visuel jouait clairement un rôle dans l'effet anormal, désigné sous le nom de 2136A. Plus tard cette nuit-là, le Dr Heidke a demandé qu'un sujet de classe D rejoigne leur équipe de recherche. Il a été convenu que ce membre du personnel jetable serait autorisé à entrer dans la cellule, mais en échange, les sujets 1 et 2 devaient tout révéler de ce qu'ils savaient au Dr Masrur. Selon leur récit, un observateur travaillant pour le gouvernement indien surveillait l'activité sur les îles Sentinelles. Comme la Fondation, ils ont observé un comportement étrange chez les sentinelles autochtones. Ils restaient en groupe beaucoup plus serrés que d'habitude, ne dormaient qu'à tour de rôle et ne laissaient jamais personne de la tribu s'éloigner seul. Même leurs mouvements étaient saccadés, désordonnés, erratiques. Après la perte de contact avec leur observateur, 2 agents ont été envoyés par le gouvernement indien pour le retrouver. 1 et 2 ont pu retrouver l'homme, mais il était déjà mort, bien qu'il n'y ait eu aucun signe de lutte. En tentant de partir, le duo a été repéré et attaqué par les sentinelles. En fuyant, 1 et 2 semblent avoir contracté leur anomalie 2136-A. C'est alors que la force d'intervention mobile de la Fondation les a capturés. Pour expliquer ce qui leur était arrivé, la demande du sujet a été acceptée. Le sujet de classe D a été placé dans leur cellule sous la désignation de sujet 3. Le Dr Fletcher a veillé à ce que seuls ceux dans la salle de confinement voient 1 ou 2 lors de l'entrée de 3. Le Dr Heidke a même demandé au département de confinement de la Fondation de construire une porte extérieure supplémentaire, comme un sas, au cas où la cellule devrait être ouverte à nouveau. Après 5 minutes ensemble, l'équipe a demandé à 1 et 2 de tourner lentement le dos à 3 en gardant l'autre en vue. Alors qu'ils obéissaient, 3 s'est soudainement effondré au sol. Déjà, l'anomalie avait commencé à l'affecter lui aussi. 3 a vite repris connaissance quand 1 et 2 ont rétabli le contact visuel, montrant au Dr Heidke que l'anomalie était non seulement contagieuse, mais semblait se propager par contact visuel direct. Il a demandé au sujet de dormir à tour de rôle, allant même jusqu'à faire en sorte que l'équipe de recherche fasse de même. La dernière chose dont la Fondation avait besoin, c'était qu'un de leurs sujets meure parce que quelqu'un était trop fatigué pour monter la garde. Cependant, les docteurs Heidke et Fletcher n'ont pas beaucoup dormi. Le duo est resté éveillé la majeure partie de la nuit à discuter de la nouvelle anomalie, à débattre de sa méthode d'infection et de son origine possible, ainsi que de toutes les implications qui en découlaient.
Le docteur Fletcher affirme que cette anomalie agit comme un virus, mais Heidke doute qu'il y ait assez de preuves pour étayer cette hypothèse. Ils ont finalement trouvé un compromis et décidé de l'appeler agent pathogène. Alors qu'il travaillait sur des mesures de confinement provisoire, décrivant en détail comment la cellule abritant les 3 sujets infectés devait être exploitée et entretenue, le docteur Heidke remarqua le docteur Masrur dans le reflet du moniteur de vidéosurveillance. Elle faisait la sieste sur un banc voisin. S'ensuivit une longue journée de tests avec 3 sujets nerveux et peu reposés, tout comme leurs observateurs. Le trio refusait de coopérer jusqu'à ce que le docteur Heidke explique que les tests aideraient la Fondation à trouver un remède. Au cours de plus de 15 heures de tests, Heidke a observé quelques détails clés concernant la condition anormale. En moyenne, le 2136A prenait effet dans les 45 secondes après que la ligne de vue du sujet ait été rompue. L'anomalie ne semblait pas affectée par les réflexions ou réfractions, poussant Heidke à demander l'installation de miroirs dans la cellule. Il espérait que cela empêcherait les 3 sujets d'être hors de vue les uns des autres à tout moment. La peau devait être visible pour que l'effet anormal ne se déclenche pas, ce qui a amené l'équipe à demander au sujet de se déshabiller jusqu'à la taille. En fin de journée, alors que les 3 sujets fixaient des crochets pour accrocher des miroirs, la nervosité grandissait, accentuée par le bruit continu des marteaux. Le docteur Masur avait aussi fait une découverte intéressante, qui préoccupait Heidke. Elle avait examiné certains des tissus rapportés par l'unité MTF Etadix, les échantillons provenant de l'observateur décédé du gouvernement indien. Il y avait des structures anormales présentes dans les tissus du défunt qui semblaient indiquer que l'effet 2136A était le résultat d'une sorte de parasite. Aux premières heures du matin, les docteurs Heidke et Masur ont constaté que le sujet 2 semblait faire de violents cauchemars, se tordant et convulsant dans son sommeil. L'infection dégradait lentement ses fonctions motrices, même sous le regard des autres pendant son sommeil. Le docteur Mazra a soudainement renversé du café sur les brouillons des journaux d'observation de Heidke et s'est excusé abondamment. Il devenait évident qu'ils auraient besoin d'une équipe de recherche de secours pour prendre le relais. Le manque de sommeil épuisait tout le monde, aussi bien les chercheurs que les sujets. Les tests de la journée ne se sont pas bien déroulés non plus, avec 1 et 2 qui sont devenus perturbateurs, refusant carrément de se plier aux instructions. À un moment, 2 a brusquement titubé dans la cellule, criant ce que le docteur Mazra a traduit « Je ne peux pas m'arrêter, à l'aide ». Les tests ont été annulés plus tard dans la journée, 1 et 2 titubant dans la pièce, ce qui a rendu le sujet 3 agité par leur comportement. Cela paraissait être un nouveau stade de l'infection. 1 et 2 restaient conscients de leurs symptômes, sans pouvoir se contrôler. Leurs mouvements erratiques étaient involontaires et ont alarmé 3. Le sujet de classe D a exigé que les autres restent loin, tandis que le docteur Heidke a montré de l'empathie. Il avait aussi été enfermé dans une petite pièce avec 2 autres et avait peu dormi. Une équipe de renfort devait arriver le lendemain, mais dès la soirée, l'équipe de recherche sentait déjà la fatigue les accabler. Le docteur Fletcher était si épuisé qu'il peinait à soulever un stylo. Heidke ne pouvait même pas tenir ses couverts. Dans la cellule, sujet 1 et sujet 2 avaient partiellement retrouvé leur fonction motrice et restaient surtout assis, bougeant lentement. Ils ne criaient plus, la voix pâteuse. Le sujet 3, accroupi dans un coin, serrait un marteau utilisé pour accrocher les miroirs la veille. À 23h45 dans la nuit du 4e jour, le docteur Heidke a été contraint de déclarer l'expérience terminée. Tous les sujets de test étaient morts. Pendant la nuit, malgré ses efforts pour rester éveillé, le sujet 3 avait fini par céder à l'épuisement et s'endormir. Lorsqu'il s'est endormi, les sujets 1 et 2 se sont soudainement redressés d'un bond et se sont avancés vers lui, leurs mouvements désormais délibérés, contrôlés. Ils répétaient un seul mot qui, selon le docteur Masrur, se traduisait par « regarde ». Étonné, le sujet 3 s'est réveillé, tenant toujours le marteau. Au moment où il avait tué les 2 autres, l'équipe de recherche a rapidement compris ce qui allait se passer ensuite. L'effet de 2136A s'est manifesté. Le corps de 3 a commencé à se raidir, le forçant à lâcher le marteau. Couvert du sang de ses co-détenus, sa poitrine a cessé de bouger et il est tombé au sol. Il a suffoqué. Pourtant, la pièce était pleine d'air respirable. Et le pire, c'est que ce n'était pas encore fini. Le docteur Heidke a envoyé Mazra chercher de l'aide, désobéissant à l'ordre de quarantaine de 96 heures. Il a vite compris que l'infection ne touchait pas que les sujets de test. Fletcher a dû en voir un en amenant la classe D dans la cellule. Il a nié, mais lorsque le docteur Fletcher a détourné le regard, Heidke a commencé à sentir son corps s'éteindre, peinant à bouger ou à respirer. Si Fletcher ne s'était pas retourné, le chercheur principal serait mort.
Le docteur Mazra n'a pu aller que jusqu'au couloir voisin avant de s'effondrer, entraînant les docteurs Heike et Fletcher à sa suite. S'ils restaient visibles les uns pour les autres, ils étaient en sécurité. À mesure que leurs symptômes s'aggravaient, Heike peinait à taper, son journal devenant plein de fautes à cause des spasmes de ses mains. Il avait l'impression d'être impuissant, coincé sur le siège passager, comme si quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre avait pris le contrôle de son corps. Plus tard dans la matinée, aucun membre de l'équipe de recherche n'avait pu quitter la chambre d'observation. L'équipe de secours n'arriverait que dans plusieurs heures, et Heike ne pouvait que garder les yeux détournés de Fletcher. L'autre docteur le surveillait, mais tant que Heidke ne se retournait pas, Fletcher restait immobile. En moins de 5 minutes, l'anomalie agirait et ils mourraient tous les deux. C'était le plan. Heidke savait qu'il devait mourir avant l'arrivée de l'équipe de secours, sinon les chercheurs transmettraient l'infection à la nouvelle équipe dès qu'ils la verraient. Les spasmes s'étaient calmés juste assez pour que le docteur Heidke note un avertissement dans son journal. Il a averti la Fondation que l'agent pathogène qu'ils avaient découvert était bien plus complexe que ce que quiconque avait imaginé au départ. Heidke et Fletcher marmonnaient des propos incompréhensibles depuis des heures, incapables d'aligner une phrase cohérente, jusqu'à ce que le docteur Fletcher s'exprime soudainement. « Regardez. » Il répéta le mot, fixant le docteur Heidke et s'approchant en traînant les pieds. Sans réfléchir, Heidke ferma les yeux. Il continua à taper dans son journal d'observation, espérant et attendant que son collègue chercheur meure, sachant qu'il suivrait bientôt lui aussi. Fletcher voulait qu'il regarde. La dernière entrée des observations de Heidke disait « Il veut que je regarde, mais je ne peux pas. Je ne peux pas regarder. 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 » Alors, qu'est-ce que le SCP-2136 exactement? Pour expliquer simplement, c'est un agent pathogène anormal. Le pathogène lui-même est impossible à visualiser, même avec un microscope électronique. Les chercheurs de la Fondation et les experts en virologie anormale ont émis l'hypothèse que le pathogène pourrait être si petit qu'il serait capable de déclencher une infection au niveau subatomique. Certains ont même suggéré que des photons individuels pourraient transporter cette infection en rebondissant sur la peau, permettant ainsi à d'autres personnes de voir la personne contaminée. Quand ces particules de lumière atteignent la rétine d'un autre humain, l'infection aussi. SCP-2136 se transmet par la vue. Une personne non infectée qui regarde quelqu'un porteur de l'agent pathogène sera aussi contaminée. Une fois que SCP-2136 atteint un nouvel hôte, il commence immédiatement à prendre le contrôle de son corps. Une fois qu'une personne infectée n'est plus dans le champ de vision d'une autre personne, probablement aussi haute de SCP-2136, elle commencera à présenter les premiers symptômes de la maladie anormale. L'agent pathogène ciblera d'abord les neurones moteurs, qui transmettent les signaux du système nerveux central aux muscles pour permettre le mouvement. Le SCP-2136 provoque un raidissement soudain et involontaire des muscles dès qu'un hôte n'est plus observé. Ce symptôme va rapidement s'aggraver jusqu'à ce que l'infecté devienne complètement immobile. La seule façon d'inverser ce symptôme est qu'une personne infectée soit à nouveau observée par un autre hôte du SCP-2136. Si cela se produit lors de l'apparition des premiers symptômes caractéristiques, alors l'infecté retrouvera rapidement le contrôle de ses fonctions motrices et ses muscles fonctionneront normalement. Cependant, sans observation, l'agent pathogène continuera de désactiver les neurones moteurs. Ces neurones contrôlant aussi des fonctions comme la respiration, les sujets risquent de mourir en 5 minutes en moyenne. Les causes de décès qui surviennent souvent à la suite d'une infection par SCP-2136 sont généralement une insuffisance respiratoire ou une insuffisance circulatoire. Les chercheurs de la Fondation ont noté une similitude marquée entre la façon dont l'agent pathogène SCP-2136 affecte le corps humain et l'anomalie désignée sous le nom de SCP-2218. Ce dernier fait référence à un groupe d'individus atteints d'une condition anormale qui les transforme en mannequins inanimés dès qu'ils sont observés. Une enquête en cours a été ouverte concernant la possible connexion entre les deux anomalies. Certains chercheurs pensent que les instances de SCP-2218 pourraient avoir acquis leurs propriétés anormales à partir d'une variante modifiée de l'agent pathogène SCP-2136. Une autre école de pensée suggère, en revanche, que l'infection elle-même provient directement de la condition qui affecte les instances de SCP-2218. À partir du moment où ils décèdent, les humains infectés par SCP-2136 ne seront plus capables de transmettre l'infection. Lors des examens post-mortem, les médecins légistes de la Fondation ont découvert des organites anormaux, des structures subcellulaires aux fonctions spécifiques dans les cellules, similaires aux organes du corps.
On suppose que ces organites sont peut-être la forme mature de l'agent pathogène SCP-2136. Cependant, leur fonction exacte demeure inconnue. Puisqu'ils sont dans les cellules nerveuses qui reçoivent les impulsions et font bouger le corps, ces organites pourraient inhiber ces signaux électriques. Les chercheurs de la Fondation ont découvert que la composition du SCP-2136 laisse penser qu'il absorbe une partie ou la totalité des impulsions électriques transmises par les neurones de l'hôte humain. Il a même été suggéré que le SCP-2136 se nourrit des impulsions électriques, se maintenant ainsi tout en bloquant simultanément les fonctions corporelles de la personne infectée. Mais le Dr Heidke a compris que c'était faux. Le SCP-2136 ne se nourrit pas seulement des impulsions électriques. Il les stocke, les utilisant pour contrôler les corps de ses hôtes. La conscience de l'infecté devient une passagère involontaire dans son propre corps, tandis que le pathogène contrôle ses membres comme un marionnettiste. Des processus comme parler sont plus complexes, mais si SCP-2136 est capable d'apprendre à faire bouger un corps, alors il peut apprendre à en faire parler un. À l'heure actuelle, la Fondation a ordonné aux forces mobiles État 10 et Theta 5 d'établir un périmètre naval autour des îles Sentinelles. Tout contact extérieur avec la tribu indigène est interdit jusqu'à ce qu'un protocole de confinement efficace pour SCP-2136 puisse être déterminé. Un amendement final est inclus dans l'entrée du SCP-2136 sur la base de données de la Fondation. La phrase mal orthographiée indique « Tous les hôtes de classe D sont morts ». SCP-2136 est neutralisé. La note unique, perçante et aiguë résonne à travers la cathédrale. Elle reste en l'air tandis que le garçon la maintient plus longtemps que ne le devraient ses poumons. Le garçon est la vedette de la chorale et il est bien connu dans toute sa ville et même au-delà, et des gens viennent de loin pour avoir la chance d'entendre sa voix de soprano parfaite. Ce soir-là, seules quelques personnes assistent à la répétition de la chorale parmi les nombreux bancs. Et pour cause. Bien que la voix louée du garçon soit aussi douce et puissante que jamais, la chorale elle-même est à son niveau le plus bas depuis longtemps. Ce point le plus bas est survenu parce que beaucoup d'autres garçons qui chantaient autrefois dans la chorale ont disparu. La chorale finit sa chanson, c'est tout pour ce soir, et les garçons mettent leurs manteaux et rassemblent leurs affaires sous leurs chaises. Le garçon à la voix parfaite sent quelque chose sur son épaule, se retourne effrayé et voit que c'est juste la main du prêtre, chef de chœur. Le prêtre, vieil homme au visage ridé mais bienveillant, rappelle au garçon de rentrer directement chez lui. Le garçon promet au prêtre d'aller directement chez lui et celui-ci lui tapote l'épaule d'un geste rassurant avant de s'éloigner pour donner le même conseil à chacun des autres garçons. Le garçon sort dans la nuit froide tandis que les lourdes portes de la cathédrale se referment derrière lui. Il pleut doucement, il referme son manteau pour se protéger de l'humidité et du froid. Alors que le garçon commence à marcher, il remarque le kiosque à journaux fermé de l'autre côté de la rue. Les journaux du jour sont encore accrochés dehors et parlent d'un autre garçon qui a disparu. Celui-ci vient de la ville voisine. Aucune piste n'a été trouvée et les parents sont de plus en plus en colère contre la police faute de progrès. Alors que le garçon marche dans la rue assombrie, il ne remarque pas la silhouette sombre qui est sortie d'une ruelle près de la cathédrale. Mais bientôt, il entend le bruit de pas sur le trottoir mouillé derrière lui. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule et voit que la silhouette marche dans la même direction que lui. Le garçon fixe à nouveau devant lui, évitant d'attirer l'attention et tente d'accélérer. Alors que le garçon marche, ses oreilles bien entraînées détectent rapidement que la personne qui le suit a également accéléré le pas. Le garçon ne se met pas à courir, mais il sent une véritable peur commencer à monter en lui. Le garçon accélère encore le pas, et il entend à nouveau la personne derrière lui faire de même. Le garçon marche maintenant si vite que s'il allait plus vite, il devrait se mettre à courir. Sa maison est proche. Il tourne au coin de la rue et l'aperçoit, une petite maison pittoresque d'où s'échappe une lumière chaude par les fenêtres. Il sait que sa mère sera dans la cuisine à préparer le dîner et qu'à l'intérieur, il sera protégé de la nuit et des ombres. Le garçon se retourne et aperçoit la silhouette tournée au même coin. Le garçon impatient se met à courir et remarque que la silhouette fait de même derrière lui. Le garçon sprinte aussi vite qu'il peut, ses pieds éclaboussant l'eau du trottoir. Il peut entendre la silhouette se rapprocher de plus en plus de lui, ses longues jambes le dépassant facilement. Il est pourtant si près de sa maison. Il est si près d'être au sec, au chaud et en sécurité. Il s'arrête sur les pierres humides devant la porte et tend la main vers la poignée. Dans la petite maison chaleureuse, la femme préparant le dîner est surprise par le bruit de la porte qui s'ouvre brusquement. Elle se tourne, voit l'entrée vide, puis sort dans la rue,
elle aussi déserte. Rien d'autre que le bruit du vent et le son presque imperceptible d'une seule note chantée. Une belle note, aiguë. Qu'est devenu le garçon qui brillait autrefois dans la chorale de la cathédrale? Et les autres garçons disparus? Où sont-ils tous allés? Peut-être sont-ils partis vers SCP-2678, une mystérieuse anomalie spatiale également connue sous le nom de ville entièrement faite de sang. SCP-2678 est un espace extradimensionnel qui, jusqu'à présent, n'est accessible que par une seule entrée, une porte située dans le sous-sol de la cathédrale de Sienne, à Sienne, en Italie. Étrangement, seuls les individus ayant des croyances catholiques traditionnelles peuvent pénétrer dans le lieu extradimensionnel derrière la porte. Ce qui est peut-être encore plus étrange, cependant, c'est que lorsque l'endroit a été découvert pour la première fois, la porte menant à cet espace était barrée et une plaque métallique avait été placée à côté, sur laquelle on pouvait lire « Département des anomalies de la Fondation SCP ». Cela peut ne pas sembler particulièrement étrange, mais cela a été une véritable surprise pour les agents chargés de l'enquête, car il n'existe aucune trace de l'existence d'un département des anomalies au sein de la Fondation SCP. À part le SCP-3790, bien sûr, qui est une autre pièce verrouillée portant un panneau similaire. Ce dossier ayant été verrouillé par le Conseil O5, nous devrons reporter notre exploration. Revenons au SCP-2678. Les personnes ayant des croyances catholiques qui entrent dans l'espace SCP-2678 découvrent qu'elles émergent dans une petite structure ressemblant à une tente, qui semble être une sorte de base avancée construite autour de l'encadrement de portes isolées. L'avant-poste est abandonné, mais il reste encore un certain nombre d'objets étranges, y compris un réfrigérateur de laboratoire biomédical contenant de nombreux échantillons de sang et d'os, divers enregistreurs audio, des modèles à bande de cire au magnétophone et un terminal informatique qui demande des identifiants de la Fondation lorsqu'il est activé. Cependant, toutes les tentatives d'accès à cet ordinateur se sont soldées par un échec, car il a rejeté toutes les tentatives en raison d'un niveau d'habilitation insuffisant. On a également trouvé à l'intérieur de l'avant-poste la partition d'un prélude choral jusque-là inconnu intitulé Sul Golgotha, ce qui, traduit de l'italien, signifie « sur le Golgotha », le Golgotha étant le nom de la colline où Jésus-Christ a été crucifié, selon la Bible. Le dernier objet trouvé dans la tente était un squelette, bien que plusieurs os manquaient, notamment l'os de la hanche et les 2 avant-bras. Un examen plus approfondi du squelette a montré qu'il s'agissait d'un jeune homme, mais la cause du décès reste inconnue et il n'est pas clair si les os ont été retirés avant ou après sa mort. En sortant de l'avant-poste, les visiteurs du SCP-2678 constateront qu'ils se trouvent à la périphérie d'une gigantesque ville flottant au milieu d'un vide rouge orangé. La ville est véritablement immense, ayant été mesurée à plus de 300 km² et se compose entièrement de cathédrales, de palais et d'églises, tous dans le style architectural gothique italien. Une pluie incessante d'un liquide rouge, qui s'est avéré être du sang humain, tombe en permanence sur la ville et atteint les bâtiments d'une couleur rouge foncé. Bien qu'ils paraissent en marbre, des analyses montrent que tous ces bâtiments sont en réalité faits d'os humains. Plus précisément des os appartenant à des garçons humains âgés de 7 à 12 ans. Des tests ont montré que le sang et les os du réfrigérateur biomédical de l'avant-poste étaient des échantillons prélevés dans toute la ville. Aucune forme de vie n'a jamais été observée à l'intérieur du SCP-2678, bien que des visiteurs aient rapporté avoir entendu une mélodie aiguë et discordante semblant provenir des profondeurs du labyrinthe de structures. Toutes les tentatives d'enregistrement du son ont échoué, car l'équipement audio tombe en panne dans l'espace, et les enregistrements ne révèlent que le bruit très fort de la pluie de sang. Cela explique les divers équipements audio présents dans l'avant-poste, probablement utilisés lors de tentatives ratées d'enregistrement musical. Les tentatives pour remonter à la source de la mélodie à travers la ville labyrinthique mènent inévitablement au même bâtiment, qui est une réplique exacte de la cathédrale de Sienne où se trouve l'entrée de SCP-2678. Bien que celui-ci aussi soit fait d'os et ait été teinté de rouge par la pluie de sang. L'extérieur de la cathédrale correspond parfaitement à celui de la vraie cathédrale, mais l'intérieur est complètement différent. À l'intérieur de la cathédrale, on ne trouve qu'un seul et grand orgue à tuyaux. L'orgue à tuyaux a vu ses plus longs tuyaux, ceux qui produisent les notes les plus graves, coupés en 2 et les pédaliers correspondants arrachés. Appuyer sur une touche de l'orgue produira une note qui imite la voix d'un garçon adolescent, et chaque touche possède sa propre voix unique. Tout comme avec un orgue à tuyaux normal, une note peut être soutenue aussi longtemps que la touche est enfoncée, bien qu'au bout d'un moment, la voix émanant de l'orgue semble prendre un ton paniqué.
Les tentatives pour déterminer comment l'orgue produit les notes ont échoué, car l'orgue ne possède ni boîte à vent, ni soufflet, ni ventilateur d'aucune sorte, qui normalement ferait circuler l'air à travers les tuyaux. L'orgue a cependant un autre effet à l'intérieur de SCP-2678 en plus de simplement produire des sons, car chaque fois qu'une note est jouée, la pluie qui tombe à l'extérieur se transforme en eau ordinaire. Peu importe combien de temps la note est maintenue et combien de temps la pluie, désormais claire et ordinaire, tombe, les bâtiments ne seront jamais lavés et resteront toujours tachés de rouge. Des tests ont été effectués sur l'orgue afin de déterminer combien de temps il pouvait tenir. Maintenir une seule note, et la touche C-sept a été enfoncée pendant plus de 20 minutes pendant lesquelles la voix a continué à chanter, devenant de plus en plus tendue et paniquée au fil du temps. À la 23e minute, la touche s'est brisée, supprimant définitivement la possibilité de jouer cette note. On a aussi noté que les restes éclatés de la touche ont saigné plusieurs jours après le test. Les expéditions envoyées dans SCP-2678 ont entraîné chez les agents un certain nombre de changements de comportement qui, à l'heure actuelle, sont supposés résulter de l'écoute de la musique d'orgue à l'intérieur. Les changements psychologiques incluent une plus grande appréciation de la musique chorale, une croyance renforcée dans la religion organisée, une confiance accrue envers l'autorité, une méfiance envers les personnes de statut social ou économique inférieur et une réticence à signaler les crimes d'autres membres de la Fondation SCP. Aucun signe d'atténuation de ces effets n'a été observé avec le temps. Peu de progrès ont été faits pour comprendre cet espace mystérieux ou la signification d'une base avancée du département des anomalies à l'intérieur. Pour l'instant, toutes les explorations supplémentaires à l'intérieur sont annulées. La porte située dans le sous-sol de la cathédrale de Sienne a de nouveau été barricadée, l'entrée étant dissimulée derrière une étagère et la facilité avec laquelle la Fondation peut contenir cet emplacement extradimensionnel a conduit à sa classification comme sûre. Que penses-tu que soit réellement SCP-2678 ? Qui a construit l'étrange cité de sang et d'os, si elle a vraiment été construite par quelqu'un ? Haut dans les montagnes des Andes, 2 mineurs taillant la roche avec leurs pioches à la recherche de minéraux précieux lorsqu'il se passe quelque chose d'étrange. Ils heurtent un mur impénétrable. En nettoyant la surface incassable atteinte, ils découvrent une plaque miroir en métal étrange. Ils commencent à dégager la roche autour, révélant de plus en plus la surface métallique brillante, jusqu'à ce qu'elle disparaisse soudainement comme par magie. Derrière se trouve une chambre avec d'étranges machines et une mystérieuse sphère métallique à l'intérieur. Les 2 mineurs se regardent, incrédules. Qu'est-ce qu'ils venaient donc de découvrir ? Bonjour, je suis Dr Bob et voici SCP-163, également connu sous le nom de Vieux Naufragé. La Fondation a vite appris l'existence de l'objet étrange découvert dans les Andes et a aussitôt dépêché des agents pour sécuriser le site. À leur arrivée, ils ont constaté que la sphère métallique était toujours là, bien qu'environ 30% de la machinerie initialement signalée dans la chambre ait été pillée avant qu'ils n'arrivent sur place. D'après l'analyse des strates rocheuses dans lesquelles elle a été trouvée, la chambre semblait être très ancienne, et des tests sur les minéraux présents ont révélé des signes d'ondes de choc, indiquant que, quoi que ce soit, cela s'était écrasé dans les montagnes. En examinant la sphère métallique, les agents ont découvert qu'il s'agissait d'une sorte de machine, dotée d'une interface relativement simple. Les agents ont désactivé la machine et ont fait une découverte incroyable. La boule miroir était en réalité une sorte de bouclier, et à l'intérieur se trouvait quelque chose d'incroyable. Une créature qui ne pouvait être décrite que comme extraterrestre et qui allait bientôt être désignée SCP-163. L'extraterrestre a attaqué les agents, mais ils l'ont maîtrisé et transporté dans un site de confinement de la Fondation pour enquête. SCP-163 ne ressemble à rien de ce qu'on ait jamais vu sur cette planète. Il mesure 2 mètres de haut et 1,5 mètre de large. Son corps est à peu près cylindrique, avec une bouche circulaire sur la partie inférieure et quelque chose qui ressemble à une tête sur le dessus. Il a 8 pattes, chacune avec 3 articulations, disposées radialement autour du milieu de son corps. Il possède également plusieurs membres spécialisés, dont 2 appendices préhensiles de chaque côté de sa bouche pour l'aider à se nourrir. 2 bras juste en dessous de la tête, capables de mouvements plus fins et de manipuler délicatement des objets, et 2 bras plus grands juste au-dessus de ses pattes, utilisés pour manipuler des objets lourds et pour l'autodéfense. Et les restes de 2 appendices, également près de la bouche, qui semblent avoir été amputés à un moment donné avant sa découverte.
À 30 cm du sommet de la tête du SCP-163 se trouve un unique œil semi-composé qui fait tout le tour de sa tête, lui offrant une vision complète à 360 degrés. L'œil est divisé en 88 unités distinctes et il est sensible à la rayonnement ultraviolet C, une lumière à courte longueur d'onde qui est nocive pour la plupart des formes de vie sur Terre. Sa peau est transparente lorsqu'elle est exposée aux longueurs d'onde de la lumière visible par l'homme, mais elle devient opaque sous la lumière ultraviolette. Les propriétés étranges du SCP-163 ne s'arrêtent pas à ce qui se trouve à l'extérieur. Les analyses du sang vert de la créature montrent qu'elle traite l'oxygène et le dioxyde de carbone comme de nombreux êtres terrestres, mais possède un système circulatoire à base de nickel, contrairement au système à base de fer ou de cuivre chez les organismes terrestres. Elle a aussi un endosquelette fait d'un tissu semblable à la cellulose, composant des parois cellulaires des plantes. Et ces cellules utilisent l'ADN comme support de l'information génétique, tout comme les cellules humaines, avec les mêmes bases ACGT, mais SCP-163 interprète ces instructions différemment des cellules humaines. Toutes ces différences signifient que l'environnement d'origine de SCP-163 doit être radicalement différent de celui de la Terre, avec des types et des proportions d'éléments différents. Certains éléments qui sont parfaitement sûrs pour les humains sont dangereux pour SCP-163 et inversement. Les tests ont révélé que, même s'il survit sans aide dans notre atmosphère, il présente des signes de maladie après 1 heure. Pour rester en vie, il est vital que SCP-163 continue de posséder et d'entretenir le dispositif universel de survie qui a été découvert avec lui, désigné sous le nom de SCP-163-1. L'appareil peut transformer des éléments chimiques en ressources vitales pour SCP-163 et projeter le bouclier métallique protecteur dans lequel il était enfermé. Les autres technologies récupérées aux côtés de SCP-163 n'ont pas encore été entièrement comprises, bien que la recherche soit en cours. La technologie est étonnamment peu avancée, une grande partie étant composée de transistors assemblés en ordinateurs analogiques aux usages apparemment variés. Les processus que ces ordinateurs semblent modéliser ne correspondent à aucun processus scientifique connu et l'on suppose qu'ils ont un lien avec le système de survie de SCP-163. On ne sait toujours pas comment, ou même si, il communique des idées complexes. Dans certains états, il produit une onde sinusoïdale régulière à environ 15 Hz, qui peut durer de 15 secondes à 10 minutes et le personnel exposé à ce son a signalé des sensations de paranoïa. Il leur est recommandé de rester dans des endroits bien éclairés jusqu'à ce que la sensation disparaisse. La principale façon pour SCP-163 d'exprimer ses émotions semble être avec la masse de tissu au-dessus de son œil composé, et selon ce qu'il ressent, il fronce les sourcils de différentes manières. Il a aussi été montré qu'il exprime une réaction positive en frappant vite ses bras supérieurs délicats l'un contre l'autre, et une réaction négative en faisant de même avec ses 2 puissants bras inférieurs. SCP-163 doit être contenu dans un enclos comprenant des pièces pour vivre, manger, travailler et dormir, ainsi qu'une salle de réception avec un sas et des sièges adaptés à la fois pour 163 et pour un chercheur humain. L'air de l'enclos doit être filtré et contrôlé régulièrement pour détecter les impuretés. 2 systèmes d'éclairage existent, un pour la lumière visible par les humains et un autre pour la lumière ultraviolette. Le personnel doit toujours porter des combinaisons d'isolement dans l'enclos pour se protéger et protéger SCP-163 de toute contamination croisée. Étonnamment, SCP-163 qui a été classé comme sûr est également autorisé à quitter son enclos, à condition qu'il mette d'abord sa propre combinaison d'isolement et qu'il soit escorté en permanence par un chercheur. Un certain nombre d'expériences ont été menées dans le but de communiquer avec SCP-163 ainsi que de déterminer son niveau d'intelligence. Lors d'un test, plusieurs cartes avec des images représentant différentes expressions et émotions humaines ont été montrées à 163. Il ne semblait en reconnaître aucune, mais il a tenu la 18e image montrée devant la visière du chercheur responsable. Lors d'un autre test, il a été évalué pour déterminer s'il pouvait faire preuve d'altruisme et offrir son aide si l'occasion se présentait. Un chercheur a apporté 2 blocs de bois et une boîte dans l'enclos du 163. Le chercheur a ouvert la boîte et a placé un bloc à l'intérieur avant de refermer la boîte. Le chercheur a alors tenté de mettre l'autre bloc dans la boîte, feignant d'éprouver des difficultés et de ne pas comprendre pourquoi il ne rentrait pas dans la boîte fermée. Après avoir observé pendant 10 secondes, SCP-163 a aidé le chercheur et a ouvert la boîte, un résultat cohérent avec le comportement des enfants humains soumis au même test. Mais le résultat le plus inattendu est survenu lorsqu'un chercheur a apporté une toile, des pinceaux et une sélection de peintures colorées ultraviolettes dans l'enclos de 163.
163 a immédiatement commencé à peindre après qu'on lui ait montré comment faire, et a rapidement réalisé une peinture d'un paysage extraterrestre avec des plantes et des animaux jamais vus auparavant. SCP-163 a fixé la peinture qu'il avait réalisée pendant 7 minutes avant de sembler se mettre en colère, de faire tomber la peinture par terre et de se retirer dans un coin de sa chambre. Il a plissé la peau de sa tête, signe de détresse, et toutes les tentatives de communication avec lui ont échoué. Cela a duré jusqu'à ce que le chercheur tente de retirer le matériel de peinture, moment où SCP-163 a frappé ses bras lourds l'un contre l'autre pour indiquer son mécontentement. Le lendemain, le chercheur a apporté plus de matériel de peinture et SCP-163 continue de peindre des images de ce qui est vraisemblablement sa planète d'origine extraterrestre. C'est vraiment incroyable et une chance que SCP-163 ait été découvert. La Fondation surveille désormais toutes les fouilles des strates rocheuses d'un âge similaire à celui dans lequel 163 a été découvert. Peut-être qu'un jour, un autre extraterrestre sera découvert, offrant à 163 potentiellement un moyen de rentrer chez lui, ou, au moins, un ami. Un prisonnier en uniforme rayé est conduit dans le couloir central d'un pénitencier par 2 gardiens. Où qu'on l'emmène, le prisonnier ne se laisse pas faire sans résistance. Les autres détenus observent depuis leur porte tandis qu'il est traîné devant eux. Le prisonnier supplie les gardiens de lui accorder leur pitié, les implorant de ne pas l'obliger à entrer là-dedans, de lui infliger n'importe quoi au monde, mais pas ça. Les gardiens ne prêtent aucune attention à ses cris alors qu'ils le forcent à avancer. Ils atteignent le bout du couloir et s'arrêtent devant la dernière cellule, numéro 67. Le prisonnier regarde dans la cellule sombre et vide et hurle, se débattant contre ses geôliers une dernière fois avant qu'ils ne le maîtrisent et ne le poussent à l'intérieur, claquant la porte derrière lui. Le prisonnier observe la petite cellule sombre. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un lit avec un matelas mince et un WC immonde. Il a l'air extrêmement effrayé, ses yeux scrutant la cellule comme si un monstre allait surgir d'un coin sombre pour l'attraper. Le prisonnier entend un craquement et sursaute de peur, se retournant pour voir un autre genre de monstre. Un 3e gardien de prison se tient entre les 2 qui l'ont escorté ici. Il est immense et le prisonnier observe tandis qu'il fait craquer ses grosses jointures. Le gardien géant attrape quelque chose qui pend à côté de la porte de la cellule. C'est un porte-bloc. Il observe l'uniforme du prisonnier, lit son nom et le note. Le grand gardien demande par-dessus son épaule. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? 1 jour ? 2 ? Pour lui ? Un autre garde répond. Il mérite bien plus pour ses actes. Pourquoi qu'a-t-il fait ? Demande le grand. Il a agressé une infirmière, elle est gravement blessée. Une infirmière ? Les veines sur la tête du grand garde gonflent, tandis qu'il serre davantage son crayon. Qui était-ce ? C'était Gloria, répond le garde. Le crayon casse dans la main du gardien géant. Un garde le ramasse vite et le lui rend. Entre ses dents serrées, il répond « Je vois ». Alors que le garde géant le fixe avec des yeux furieux et violents, le prisonnier commence à se replier dans la cellule sombre, terrifié par ce qui va lui arriver. « Tu aimes attaquer les infirmières ? On va te laisser le temps d'y réfléchir. Je te reverrai dans 1 an. » Les 2 autres gardes échangent un regard, trouvant cela extrême, même pour un tel crime. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demande l'un d'eux, mais il est déjà trop tard. Le garde a noté la date pour exactement 1 an plus tard. « Non, s'il vous plaît !» crie le prisonnier en se jetant vers les barreaux, tendant la main, mais cela ne sert à rien. Il y a un léger bruissement de vent qui semble porter le son de chuchotement, puis le prisonnier disparaît. Il a simplement disparu, effacé de l'existence. Le garde raccroche le porte-bloc au mur avant de se retourner et de s'éloigner rapidement. Il doit aller à l'infirmerie. Les 2 gardes se regardent, haussent les épaules et le suivent. « Pauvre gars », murmure l'un d'eux alors qu'il s'éloigne de la cellule vide. 1 an jour pour jour plus tard, le grand garde descend le même couloir de la prison. Tard dans la nuit, il avance en frappant les barreaux des cellules avec sa matraque, provoquant un grand fracas. « Réveillez-vous, tout le monde, réveillez-vous !» Le jour du retour à la maison, les prisonniers encore fatigués se lèvent, se placent devant leur cellule et tentent de regarder à travers les barreaux vers la cellule au bout du couloir. Voilà ce qui se passe quand on s'en prend au personnel. « Allez, debout, aujourd'hui c'est le grand jour, retour à la maison. » Le gardien arrive au bout du couloir et s'arrête devant la cellule vide, avec le porte-bloc accroché au mur à côté. La porte est ouverte, la cellule sombre ne contient que les mêmes toilettes sales et le lit. Le gardien sort sa montre de poche et vérifie l'heure. Tout le monde, le gardien comme les prisonniers, est concentré sur la cellule vide. Le gardien vérifie de nouveau sa montre.
L'aiguille des minutes passe à minuit, et au même instant, la porte de la cellule se referme et se verrouille dans un bruit sec. La prison est silencieuse, chaque détenu retenant son souffle pour voir la suite. Le gardien sort un gros trousseau de clés, en insère une dans la serrure et entre dans la cellule. Il regarde autour, mais rien ne semble avoir changé dedans. Mais ensuite, il trouve ce qu'il cherche. Dans le coin, près des toilettes, se tient une silhouette recroquevillée en uniforme de prisonnier rayé. « Eh bien, te voilà !» Le gardien s'approche de la personne apparue dans la cellule, mais la silhouette recroquevillée reste immobile et sans réaction. Le gardien se penche et retourne l'homme d'une main. « Alors, comment as-tu trouvé ton séjour ?» L'isolement cellulaire est l'une des formes de punition les plus brutales qui soient encore utilisées dans une grande partie du monde aujourd'hui. La détresse psychologique et physique qui résulte de jours, de semaines, de mois, voire parfois d'années passées seules, peut être dévastatrice. Mais aussi horrible que soit cette pratique, il existe une forme de châtiment encore plus terrifiante. Une forme redoutée même des criminels endurcis qu'ils cherchent à éviter à tout prix. Voici SCP-2701 également connu sous le nom de véritable isolement. SCP-2701 est une cellule de prison apparemment ordinaire située dans un pénitencier d'État de Pennsylvanie aujourd'hui condamné. La prison, construite au milieu du XIXe siècle, montrait déjà des signes de vieillesse bien avant sa fermeture définitive, et la cellule ne contient qu'une vieille toilette et un lit, avec un porte-bloc accroché à gauche de la cellule portant divers formulaires marqués comme documents d'admission. Les matériaux de construction de la cellule semblent normaux, et le contenu lui-même n'a rien d'anormal. Ce n'est que lorsqu'une personne est placée à l'intérieur de SCP-2701 et que le porte-bloc à côté de la cellule est utilisé que ces effets effrayants deviennent évidents. Quand une personne est enfermée, que son nom figure sur le formulaire d'admission et qu'une date de libération est indiquée, l'activation anormale de SCP-2701 se déclenche. 13 secondes après que ces conditions ont été remplies, la personne à l'intérieur disparaîtra, s'évanouissant complètement comme si elle n'existait tout simplement plus. Toutes les tentatives pour comprendre leur dématérialisation ont échoué, car tout équipement d'enregistrement dirigé vers la cellule ou à l'intérieur ne montre que de la neige ou des images vierges durant les 13 secondes avant la disparition du sujet. Les chercheurs qui observent l'effet en personne ont cependant rapporté entendre des bruits de vent et des voix murmurantes non identifiées, mais on ignore toujours ce qui pourrait les produire. À minuit le jour de la libération, la porte de la cellule se refermera et se verrouillera d'elle-même si elle n'est pas déjà fermée. À cet instant, la personne disparue réapparaîtra dans la cellule verrouillée. Malheureusement pour la personne qui était enfermée à l'intérieur, même si elle est revenue dans notre réalité, il est peu probable qu'elle soit jamais la même. Les expériences menées sur SCP-2701 ont révélé que ceux qui sont placés à l'intérieur et disparaissent subissent un état de privation sensorielle totale tout en restant pleinement conscients pendant toute la durée. Ils ne perçoivent aucun son, aucune odeur, ni aucune sensation de toucher quoi que ce soit. Ils ne voient même pas l'obscurité, car cela impliquerait la vue. En réalité, ils ne ressentent véritablement aucune sensation. Cet effet peut être désastreux pour la psyché humaine, des sujets rapportant avoir développé de fortes peurs aussi bien des ombres que de la lumière, de la claustrophobie, de l'agoraphobie et une peur de s'endormir après leur passage dans SCP-2701. En même temps, ils n'auront subi aucun changement physique, y compris le vieillissement, peu importe le temps écoulé. Mais le pire avec SCP-2701, c'est que ceux qui y sont enfermés ne vivent pas le temps au même rythme que vous ou moi. Les tests ont révélé que, lorsqu'une personne disparaît à l'intérieur de la cellule, elle a l'impression que le temps s'étire considérablement, l'effet de dilatation lui faisant percevoir le temps à un rythme estimé entre 300 et 400 fois plus long que la normale. Cela signifie que quelqu'un enfermé pendant 2 heures aura l'impression d'avoir été isolé pendant 25 à 33 jours, tandis que quelqu'un enfermé pendant une année entière aura le sentiment d'avoir flotté dans le néant pendant plusieurs siècles. Les chercheurs de la Fondation pensent que l'absence prolongée de stimulation extérieure pousse l'esprit à décomposer la pensée rationnelle pour réduire le stress, menant rapidement à un effondrement psychologique total. Afin de mieux comprendre les effets du SCP-2701, la Fondation SCP a entrepris un certain nombre de tests en utilisant du personnel de classe D. Dans une expérience réalisée sur un membre de la classe D, connu sous le nom de DD-739, l'événement a commencé à 23h45. Et la date de libération était fixée pour le minuit suivant. Cela a conduit le membre de la classe D à rester dans la cellule pendant 15 minutes, bien qu'il ait ressenti ce temps comme ayant duré entre 75 et 100 heures.
Lorsque DD-77391 a été interrogé 6 heures après sa réapparition, il a décrit son temps à l'intérieur comme étant un véritable enfer. Ne ressentant rien d'autre que le vide, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas dormir, il ne pouvait même pas crier. Ils restaient seuls avec leurs pensées et souvenirs. La seule chose qui les empêchait de perdre complètement la raison était quelque chose qu'un des chercheurs leur avait dit avant qu'ils n'entrent dans la cellule. Le chercheur leur avait dit de s'accrocher à l'idée de revenir, quoi qu'ils ressentent. Ils devaient se rappeler qu'ils ne resteraient pas éternellement. Bien que ces paroles d'encouragement aient semblé éviter à DD-77391 le pire des effets mentaux qu'il aurait pu subir, elles ont également influencé les résultats de l'expérience, et le chercheur en question a ensuite été réaffecté à un autre projet après une suspension de 6 mois. La Fondation SCP a pris connaissance de SCP-2701 pour la première fois à la suite de signalements d'anomalies dans un pénitencier d'État de Pennsylvanie. De nombreux avocats se sont plaints de ne pas être autorisés à rencontrer leurs clients et de se voir refuser l'accès au site par le directeur de la prison. Lorsque la police a finalement été envoyée sur place pour enquêter, il a été découvert que toute la prison, qui abritait auparavant 137 détenus et employait de nombreux membres du personnel, ne comptait plus qu'un seul habitant, le directeur. Il a décrit la procédure d'activation pour la cellule 667 et a expliqué qu'il avait placé chaque prisonnier à l'intérieur un par un et les avait fait disparaître. Il avait détourné les fonds destinés à l'entretien des détenus et a soudoyé des responsables et anciens employés pour garder le plan du directeur secret et empêcher toute enquête officielle. Le directeur s'est présenté à la police sans incident et un agent infiltré de la Fondation au sein de la police de Philadelphie a vite alerté les agents SCP des effets anormaux de la cellule. L'équipe de la Fondation a trouvé la cellule conforme à la description, avec les formulaires d'admission. Le directeur de la prison avait dit vrai. Plus de 100 formulaires mentionnaient des détenus, avec des dates de libération allant de 50 à plus de 1300 ans dans le futur. La facilité avec laquelle SCP-2701 peut être contenu lui a valu la classification sûre. L'ancienne prison, où se trouve le SCP-2701, est surveillée en permanence par des caméras et des dispositifs audio, et un agent de sécurité équipé de dispositifs de contention corporelle complète est présent en permanence, afin à la fois de détenir tout individu apparaissant dans la cellule, ainsi que d'empêcher que de nouveaux sujets y soient placés sans faire partie d'une expérience officielle de la Fondation SCP. Un jeune homme se tourne et se retourne dans son lit. Il ajuste son oreiller et essaie de dormir sur le dos, sur le côté, sur le ventre, mais rien ne fonctionne. Il se retourne pour regarder l'heure. 3 heures du matin. C'est la 3e nuit d'affilée qu'il n'arrive pas à s'endormir. Il se sent fatigué. Il veut dormir, mais chaque fois qu'il ferme les yeux et que le sommeil commence à venir, quelque chose se passe. Et soudain, il est à nouveau pleinement réveillé. C'est comme si quelqu'un continuait d'actionner un interrupteur dans son cerveau pour le réveiller et il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. Ça affecte tout dans sa vie. Il n'arrive pas à se concentrer en classe et ses performances au travail chutent. Même ses passe-temps deviennent complètement dénués de plaisir. Tout ce qu'il veut faire, c'est dormir. Ses amis et sa famille sentent bien que quelque chose ne va pas. C'est comme s'il était devenu une autre personne et ils le poussent à aller voir un médecin. Les médecins disent qu'ils ne peuvent rien faire, sinon il est en parfaite santé. Il devrait tester des remèdes naturels comme la valériane et augmenter son activité physique. Il n'a aucune idée du nombre de jours qu'il a passé sans dormir maintenant. 4, 5, peut-être plus. À ce stade, le manque de sommeil n'est même plus le pire. Ce sont les hallucinations. Parfois, ce n'est qu'une ombre qui danse à la limite de sa vision. Mais d'autres sont incroyablement vives, donnant l'impression d'être plus réelles que sa vie morne actuelle. Il a dû arrêter le travail et les cours, incapable de se concentrer plus de quelques secondes. Ses amis ne veulent plus rien avoir à faire avec lui. Et qui peut leur en vouloir? Il a des sautes d'humeur incontrôlables et il s'emporte sans raison. Il a essayé tous les remèdes pour dormir qui existent. Il a suivi les conseils du médecin et a fait de l'exercice aussi intensément qu'il ne l'a jamais fait. Mais comme il n'arrive jamais à dormir, il n'a plus aucune énergie. Il est en train de devenir un véritable zombie. Il se lève du lit mais perd l'équilibre et s'effondre par terre. Il tente de se relever, sans succès. Il va juste rester allongé là pendant un moment. Il commence à sombrer et il se prépare au sursaut qui le réveille toujours. Mais cette fois, il ne vient pas. Mais la vague de sommeil qui commence à l'envahir semble différente cette fois-ci. Elle est plus lourde, plus paisible et plus permanente. Bonjour, je suis le Dr Bob et voici le SCP-966, également connu sous le nom de tueur du sommeil.
SCP-966 est la désignation que la Fondation SCP a donnée à une créature appartenant à un groupe de bêtes prédatrices anormales, mesurant entre 1,4 et 1,6 mètres de haut et pesant environ 30 kg. Ces humanoïdes sans poils ont un visage allongé, une bouche remplie de dents pointues semblables à des aiguilles, et chacune de leurs mains possède 5 griffes acérées pouvant atteindre jusqu'à 20 cm de long. Contrairement aux humains et aux singes, ils sont digitigrades et marchent seulement sur leurs orteils. Mais vous ne pourrez pas voir le visage horrible du SCP-966 dans des circonstances normales, car ils ne sont visibles que dans des conditions d'éclairage très spécifiques. Ils ne peuvent être vus que sous une lumière dont la longueur d'onde se situe entre environ 700 et 900 nanomètres, ce qui est juste à la limite du spectre lumineux visible par les humains, s'étendant dans ce qu'on appelle la lumière infrarouge. La seule exception à cela est si leur peau, leurs muscles ou leurs organes ont subi des brûlures au second ou au troisième degré, auquel cas les zones affectées de leur corps apparaîtront sous un spectre de longueur d'onde plus large, visible à l'œil humain. Bien qu'ils soient effrayants à regarder, les SCP-966 sont en réalité assez faibles physiquement, avec une densité musculaire très faible. Leurs os sont creux, comme ceux des oiseaux, et bien que leurs griffes puissent être incroyablement tranchantes, elles se cassent aussi facilement, ce qui les rend inadaptés au combat. De plus, ils ne se reposent pas en dormant, mais s'arrêtent, à des moments apparemment aléatoires, pour entrer dans une période de repos qui dure environ 3 à 5 minutes, après quoi ils peuvent reprendre leur comportement normal. Avec toutes ces faiblesses physiques, comment SCP-966 a-t-il acquis une réputation de chasseur aussi redoutable? Le secret réside dans leur capacité à émettre des rafales d'un type d'onde jusque-là inconnu. Chassant seul ou en duo, SCP-966 utilise cette onde pour empêcher sa proie d'entrer dans les phases de sommeil réparateur et bloque également la capacité à entrer en micro-sommeil. On a observé que ces ondes sont efficaces jusqu'à 20 mètres, bien que des tests aient montré qu'elles peuvent être bloquées par des métaux post-transition, parmi lesquels le plomb semble particulièrement efficace. SCP-966 chasse et se nourrit d'animaux de taille moyenne à grande, ce qui inclut les humains. Et une fois que leur proie a été ciblée par les ondes inhibitrices de sommeil, l'effet est permanent, aucune méthode n'ayant encore été découverte pour leur permettre de retrouver la capacité de dormir. Des expériences ont montré que l'inconscience peut aussi être causée par une anesthésie générale. Cependant, ces méthodes se sont finalement révélées inefficaces, car même si la victime est inconsciente, elle ne bénéficie toujours d'aucun des effets réparateurs du sommeil dans cet état. La privation de sommeil a des effets dévastateurs sur la santé mentale et physique de l'être humain. Les symptômes peuvent survenir après 24 heures, avec des sautes d'humeur, des troubles de la mémoire et des troubles sensoriels. Après 2 à 3 jours, les hormones se dérèglent et des fonctions comme la faim, la soif et la température fluctuent, tandis que les capacités cognitives chutent fortement. Les hallucinations, la paranoïa et les accès de rage sont courants, et le risque de mourir à cause du manque de sommeil augmente chaque jour passé sans dormir. Et c'est exactement ce que veut SCP-966. Après avoir envoyé subrepticement une rafale d'ondes de privation de sommeil à leurs victimes, ils traqueront ensuite leur proie jusqu'à ce que le manque de sommeil entraîne finalement une incapacité totale. À ce moment-là, SCP-966 les dévore. Les SCP-966 se sont révélés à la fois extrêmement silencieux et agiles lorsqu'ils chassent. Cependant, il a été observé que SCP-966 émet intentionnellement des bruits menaçants autour de ses proies, sans doute pour augmenter encore leur niveau de stress déjà élevé et potentiellement accélérer leur dégradation mentale. Parfois, ils agressent physiquement leurs victimes pour aggraver sa santé mentale et physique. Certaines proies de SCP-966 subissent des hallucinations particulièrement intenses et des accès de rage, ce qui serait causé par une exposition prolongée à plusieurs ondes d'arrêt du sommeil émises par ces entités. On ignore pourquoi certaines victimes sont exposées à plusieurs ondes, alors qu'une seule s'est révélée efficace à 100%. Il est supposé qu'ils n'adoptent ce comportement que lorsqu'ils ont particulièrement faim afin d'accélérer le processus. Cependant, d'autres ont avancé la théorie selon laquelle SCP-966 pourrait éprouver une forme de plaisir pervers à voir ses victimes souffrir avant de mourir. Des spécimens sauvages de SCP-966 ont été découverts partout dans le monde, et bien que la Fondation SCP ait réussi à réduire leur nombre, ils existent encore en quantité suffisante pour représenter une menace sérieuse pour l'humanité. Pour ces raisons, ils ont été classés dans la catégorie Euclide.
Les forces mobiles IOTA 1 et IOTA 2, respectivement nommées les chasseurs de rêve et les traqueurs aériens, surveillent en permanence tout signalement de décès soudain ou violent lié à la privation de sommeil, afin d'identifier et de neutraliser les derniers spécimens sauvages de SCP-966. 4 spécimens de SCP-966, 3 mâles et une femelle, ont été acquis par la Fondation et sont actuellement confinés dans une pièce de 10 mètres sur 10 doublée de plomb et équipée de caméras de sécurité infrarouges. Chaque spécimen reçoit 20 kg de viande par mois et, dans le cas où le spécimen femelle mettrait bas, le nouveau spécimen doit être placé en observation et étudié avant d'être éliminé avant d'atteindre la maturité. Consultez une autre entrée des dossiers du Dr Bob et abonnez-vous alors que nous explorons plus profondément les archives classifiées de la Fondation SCP.